Cher auditoire, messieurs et mesdames les jurys, cher staff de Rhétorica, chers contradicteurs, la question qui nous a été posée est la suivante. Peut-on être fatigué de ne rien faire? Lorsque j'ai entendu ces mots résonner dans ma tête, il y eut comme un non-sens, un contresens. Comment le rien faire put-il exister? D'un point de vue cartésien, ne rien faire est impossible. En effet, même dans les états les plus passifs, on ne peut pas ne rien faire. Lorsque l'on dort, on récupère de l'énergie et notre cerveau trie les informations de la journée. Lorsque l'on s'amuse, on ne fait toujours pas rien. On effectue des activités, nous sommes en action. Et même si nous restions allongés, sans rien dire, on ne pourrait empêcher le fil de notre pensée de s'étendre, notre respiration de venir et partir. Ne rien faire nous est impossible. Mais je pense que le sous-entendu qu'ont voulu nous apporter les organisateurs est un sous-entendu plus commun, un point de vue plus égoïste. Ne rien faire pour autrui. Cette fameuse maxime d'Henri Salvador du « travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver ». Donc, dans ce cadre sociétal, il serait aisé de penser que ne rien faire, c'est reposant. Mais je m'en vais vous prouver le contraire, car l'activité est dans l'essence même de notre espèce humaine. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la consumer. C'est ainsi que je vous poserai cette problématique. Comment le fait de ne rien faire est-il fatigant? Dans un premier temps, nous aborderons l'humain qui ne fait rien à travers son spectre social et sociétal. Puis, nous verrons comment ne rien faire ne s'étend pas qu'à autrui, mais peut aussi s'étendre au domaine du soi. Si l'on doit parler du fait de faire en société, il me semble cohérent et indissociable de parler du bien-être en société, de ce que l'action et le travail apportent à ce bien-être. Et je commencerai par vous parler d'une construction bien connue en sociologie et en psychologie, la pyramide de Maslow. Dans sa pyramide, Maslow établit les besoins nécessaires au bien-être d'un humain. Il établit 5 types de besoins. Les besoins primaires, manger, boire, dormir, vouloir faire n'importe quoi pour un flirt. Et déjà, si le flirt repose sur un hasard génétique certain, dormir, boire et manger s'avère complexe sans action, sans travail. Maslow définit ensuite un besoin de sécurité, être dans un environnement stable qui permet un repos mental. Et toujours, sans travailler, ce besoin qui nécessite un foyer décent est irréalisable. Et ces deux besoins, que sont les besoins physiologiques et sécuritaires, sont les fondations mêmes de cette pyramide. De ce fait, si l'on voulait ne rien faire en société, nous nous retrouverions incapables de trouver le moindre repos. Mais si l'on pense sous un autre aspect, un aspect moral, ce fait de ne rien faire se retrouve encore plus épuisant. Je tiens à vous rappeler que notre société est fondée sur des bases culturelles judéo-chrétiennes. Et je ne serai pas la première personne à vous apprendre que dans les 7 péchés capitaux, il y a la paresse, le fait de ne rien faire. On peut même parler de stigmate. Ne rien faire, c'est être un poids dans une société qui porte au nu le travail et l'action. Et avoir la constante pensée d'être un poids, ce n'est pas reposant. Avoir le devoir de se remettre en cause, ça n'est pas reposant. Être dans la marge, ça n'est pas reposant. Mais ne rien faire, ça n'est pas toujours par rapport à autrui. On peut ne pas faire pour soi-même. N'avez-vous jamais reporté un projet au lendemain? Et ce lendemain ne s'est-il jamais renommé jamais? Combien de projets ont été abandonnés? Combien de pensées de déception ont pu apparaître? Cependant, si d'une manière plus commune nous avons pu ressentir cette déception, il est des cas dans lesquels cette incapacité à réaliser le moindre accomplissement devient maladif.
Il est des moments où se lever devient difficile chaque jour, où se coucher à des heures sociales est impossible, où sortir même de chez soi n'est pas imaginable, nonobstant la simplicité que peut signifier ces actes. Ce mal, c'est une maladie psychologique et psychiatrique plutôt connue, la dépression. Cette maladie entraîne des baisses d'énergie, un fonctionnement de la psyché au ralenti, des pensées dépréciatives, voire suicidaires. Elle empêche le fait même de faire. Et justement, cette incapacité de faire, rien que pour soi-même, crée un cercle vicieux. C'est une spirale malsaine dans laquelle une personne va se déprécier de ne rien faire, ce qui va aggraver le mal-être intérieur, qui va aggraver la maladie et venir parasiter les fonctions exécutives. Ce sont des fonctions cognitives qui permettent justement de pouvoir se mettre en action. Et le fait de ne pas se mettre en action créera ce cercle, la boucle est bouclée. Et à ce moment, quand la santé mentale d'une personne, et à ce moment, quand la personne ne peut rien faire pour elle-même, elle ne peut pas faire pour autrui. Et se crée une pression, la pression d'autrui qu'elle doit elle-même subir, en plus de son propre jugement. Et dans ces cas-là, la seule solution serait de faire, mais la personne en est incapable. Quand l'idée de sortir est impossible, c'est fatigant. Quand l'idée de se lever devient une torpeur, c'est épuisant. Quand l'idée même d'exister est un calvaire, c'est éreintant. J'aimerais d'ailleurs dire que si vous connaissez des personnes dans cette situation, le 3114 est un numéro pour ne pas rester seul. J'aimerais aussi que vous appreniez à ces personnes que déjà, sortir de son lit, c'est faire quelque chose et c'est énorme de leur point de vue. Et j'aimerais que vous remerciez ces personnes parce que elles sont importantes et il faut leur faire savoir. Pour conclure, je vous dirais que non, ne rien faire dans une société comme la nôtre, ce n'est pas reposant. Mais être humain, ce n'est pas reposant. Même sur notre aspect sociétal, nous serions quand même à la merci des éléments. Ne rien faire attire le fait de ne rien faire. Nous, en tant qu'humains, sommes bien plus heureux dans un équilibre entre activité et repos. Comme je le disais il y a 3 semaines, l'humain ne peut être total. Travaillez trop et vous partirez en fumée. Ne faites rien et vous vous éteindrez. Cher public, chers jurés et chers contradicteurs. Oh mais bouge pas comme ça, tu me fatigues! C'est ce que dit Alexandre à son chien dans le film Alexandre le Bienheureux. Dans ce film, le personnage principal mène une vie épuisante à cause de sa femme qui ne lui laisse aucun répit. Alors certes, cela changera vite dans le film, mais je reviendrai dessus plus tard. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça, après tout. Ne trouvez-vous pas ça fatigant, ne jamais avoir de répit? De moments où on dit stop, où on se repose pour ne plus rien faire. Mais la véritable question, c'est, peut-on être également fatigué de ne rien faire? Et comment définir le fait d'être fatigué et le verbe faire? Être fatigué signifie que nous sommes dans un état de fatigue. Or, la fatigue, selon l'Académie française, c'est un état de lassitude provoqué par une trop grande dépense de force due à un travail excessif, à un effort prolongé. Le verbe faire, comme l'Académie française nous le fait remarquer, est employé avec excès à propos de toute activité. Ainsi, il signifie la réalisation d'une activité. La question que je me suis posée est donc, est-ce que sans réaliser d'action, nous pouvons être dans le même état que lorsque nous avons réalisé une trop grande dépense de force? Et mon contradicteur voudrait vous dire que ne rien faire serait la même chose que de trop faire. Cette question, j'y répondrai bien sûr par la négative. Et au-delà de l'idée que ne rien faire ne fatigue pas, ça peut en plus être bénéfique, voire vital.
Et c'est ce que nous examinerons successivement dans 2 parties. Premièrement, ne rien faire nous est bénéfique. En fait, il y a des bienfaits dans le fait de ne rien faire. Un des premiers bienfaits est que cela permet de développer sa créativité. Le cerveau, peu importe le moment de la journée, peu importe la situation qui lui est donnée, peu importe son environnement, est toujours en activité. Et cette activité cérébrale est constante, sauf si vous êtes décédé, bien sûr. Et le fait de ne rien faire, mais d'avoir toujours notre cerveau en éveil, permet ainsi de laisser libre cours à notre pensée, à notre esprit et à notre imagination. D'ailleurs, une étude dans les années 90 menée par Anders Ericsson, professeur de psychologie à l'université de Floride, a démontré que les musiciens les plus brillants ne pratiquaient que 90 minutes de musique par jour. 90 minutes de musique par jour, oui. Et prenaient des temps en ne faisant rien, comme des pauses, des siestes, afin d'être plus créatifs. Puis, dans un monde où la musique nous entoure en permanence, et où cela va de plus en plus vite, n'est-il pas si étonnant que des artistes qui prennent plusieurs années à sortir un nouveau projet se diversifient plus que des artistes qui sortent un ou plusieurs projets par an? Ne rien faire ne fatigue pas, mais développe aussi son imagination et sa créativité. Mais au-delà de l'aspect créatif, pour vous qui n'êtes peut-être pas des artistes dans cette salle, je vous le concède, sachez que ne rien faire peut être aussi un temps préalable et nécessaire à l'action, où il est question de ne pas s'emballer, où il est question de ne pas se précipiter, où il est question de ne pas surenchérir, de se recentrer sur soi-même en ne faisant rien, et de surtout prendre son temps. La philosophie des stoïciens vise à s'accorder le plus de temps pour nous, à notre vie. Et c'est ce qui est le plus important pour eux. Pour citer Sénèque, une grande partie de la vie s'écoule à faire mal, la plus grande à ne rien faire du tout, la vie tout entière à faire autre chose. Pour Sénèque, le problème est qu'il ne faut pas accorder de temps à faire autre chose que le fait de ne rien faire. Ne rien faire est bénéfique à notre réflexion. Il permet de reposer notre esprit et nos pensées. Et à aucun moment, reposer son esprit pour mieux réfléchir, c'est quelque chose de fatigant. Prendre du temps pour soi n'est pas que philosophique, mais peut-être aussi une philosophie de vie. Oui, vous l'avez bien entendu, une philosophie de vie. Car si ne rien faire permet la réflexion avant l'action, ne rien faire est aussi un art. Aux Pays-Bas, nous retrouvons le Niksen qui littéralement se traduit par ne rien faire, tout simplement. Le Niksen se pratique chaque jour pendant 15 minutes afin de faire le vide absolu dans sa tête. Le but du Niksen est qu'il n'y a pas de but justement. C'est un moment pour soi, afin de se déconnecter du monde, loin des écrans, uniquement avec soi-même, sans culpabilité et sans que cela bouscule notre quotidien. Plusieurs études ont d'ailleurs démontré que cette pratique du Niksen permettrait de réduire l'anxiété, mais aussi de renforcer son système immunitaire. Alors, en quoi ces moments consistant à ne rien faire sont-ils fatigants, si cela permet de se ressourcer, même physiologiquement ? Donc non, pratiquer le Niksen en ne faisant rien ne fatigue pas. Alors oui, comme je vous l'ai dit, ne rien faire a ses bénéfices, mais ne rien faire est avant tout vital. Et c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie. Bien qu'il existe des méthodes afin de ne rien faire, dont le but de reprendre des forces est de ne pas être fatigué en pleine journée, il faut comprendre aussi que ne rien faire fait partie de notre équilibre. Dans le podcast Ne rien faire, c'est productif, de l'émission Salut ça va par Take Care, l'homme, ici, est comparé à la nature. Je cite, « La nature se pose naturellement, où les temps de pause sont tout autant nécessaires que les temps de floraison. Les temps de pause en ne faisant rien, afin de se ressourcer, sont tout autant nécessaires et essentiels que les temps de productivité, ici comparés au temps de floraison. Alors, avoir un équilibre physique et mental est absolument normal. Ceci est tout à fait normal. Et ne rien faire contribue au même titre que faire, afin d'assurer un équilibre et afin de se sentir bien. Même physiologiquement, quand nous sommes en pleine action, nous utilisons de notre énergie pouvant amener à la fatigue. Mais pour récupérer de cette fatigue, il est nécessaire et essentiel de ne rien faire, ce qui nous montre que ne rien faire ne fatigue pas, puisque justement, ne rien faire est le remède contre la fatigue. Et ces moments où nous ne faisons rien,
il y en a un en particulier qui nous concerne tous, que ce soit vous, public, que ce soit vous, jury, que ce soit vous, contradicteurs, que ce soit moi, l'Université du Havre, la Cité havraise, la région nord de la France, l'Europe, le monde entier, qui vous voulez, n'importe où, n'importe quand, ce moment est le moment du sommeil. Pour rappeler la définition du sommeil selon l'Académie française, c'est une interruption momentanée de certaines fonctions de l'activité vitale qui se produit surtout la nuit et procure du repos. Je pense que tout est dit dans cette définition. Il est évident que nous ne faisons rien lorsque nous dormons, mais que cela nous repose et que tout le monde en a besoin. Dois-je vous rappeler les différentes vertus du sommeil ? Maturation cérébrale durant la jeunesse, mémorisation et apprentissage, renforcement du système immunitaire, chute du taux de cortisol qui est l'hormone provoquant du stress et de l'anxiété, reconstruction cellulaire et préservation du capital jeunesse, reconstitution des réserves énergétiques, maintien de la vigilance en éveil, amélioration de l'humeur, moyen de diminuer les risques de dépression, diminution de l'obésité, augmentation de la libido. Et puis quand on dort, on est plus fatigué après. D'ailleurs, de la même manière, je pourrais vous énumérer les problèmes liés à un manque de sommeil, troubles de l'humeur, baisse de l'attention, risque de dépression, difficulté d'apprentissage, risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'AVC, risque d'infection. Au final, on ne compte plus le nombre d'études promouvant les vertus du sommeil, mais aussi ses risques liés à sa négligence. Donc dire que ne rien faire en dormant nous fatigue relève du paradoxe, de la contradiction, peut-être un oxymore, mais à coup sûr une antithèse. Alors, pour conclure sur cette plaidoirie, nous pouvons retenir que ne rien faire, peu importe la forme et le fond, comme pratiquer le Nixen ou encore dormir, donne à son cerveau la capacité de se remettre dans son mode par défaut, comme l'a dit François Eustache, neuropsychologue au CHU de Caen. Et d'ailleurs, même si mon cerveau continue de travailler quand je ne fais rien, je viens de me reposer. En tout cas, excusez-moi, vivement que ces quelques secondes de parole que j'ai encore se terminent, afin que je ne puisse ne rien faire, et que je puisse enfin ne plus me fatiguer, et ainsi me reposer, comme Alexandre, qui, après le décès de sa femme, décida de finir sa vie dans son lit, en ne faisant rien. Eh bien, chers contradicteurs, je vous remercie pour cette plaidoirie et j'aimerais soulever quelques éléments que vous avez dit. Premièrement, il me semble que, sans le vouloir, vous vous êtes contredit. Quand vous nous parliez justement du sommeil, quand vous nous expliquiez que finalement dormir, ce n'est pas rien faire, que c'était oxymorique, antithétique, bien là encore, vous avez démontré que ne rien faire, c'était ce qui vous n'avez pas démontré que ne rien faire, ce n'était pas fatigant. Vous avez démontré que faire, dormir, avoir un corps qui travaille pendant notre sommeil, d'ailleurs, j'ajouterais qu'on perd des calories pendant notre sommeil, prouve le travail qu'on effectue. Vous venez de dire que dormir, c'est faire, et que faire, ça repose. Donc, merci de rejoindre ma plaidoirie. Ensuite, j'aimerais que l'on parle un tout petit peu, justement, du burn-out que vous avez sous-entendu en parlant du trop de travail. Le burn-out, c'est une maladie qui flirte aussi avec la dépression, qui fait qu'on ne peut plus rien faire et qui généralement se guérit très lentement. Parce qu'après un burn-out, eh bien, on ne peut plus rien faire et on tombe dans cette spirale dépressive. Et donc, là encore, ne rien faire, c'est épuisant. Mais, justement, j'aimerais aussi... alors, je suis littéraire, j'aime beaucoup lire, et je ne sais pas si vous connaissez L'art de toujours avoir raison de Schopenhauer. Et dans sa première règle, il établit... un stratagème pour toujours avoir raison, c'est de mal définir son cadre. Et je pense, chers contradicteurs, que vous avez mal défini votre cadre. Puisque lorsque vous nous dites qu'il est possible de rien faire, mais ensuite que vous rétorquez que le sommeil, c'est faire quelque chose, vous êtes dans le faux, puisqu'en fait, finalement, se reposer, avoir des hobbies, en fait, tout ce qui entre dans le cadre de vie, c'est faire. Puisque sans ces choses
qui sont censés être rien faire, on ne peut pas faire. Sauf que, et là, entendez-moi bien, le fait de s'amuser, ça permet plus de créativité, donc une meilleure vie, donc continuer le fait de faire, le fait de se détendre, même le fait de pouvoir méditer sans essayer de penser, c'est déjà un exercice, c'est déjà faire quelque chose, puisque notre état naturel n'est pas celui de la non-pensée. En tout cas, je vous remercie pour votre plaidoirie et je vous souhaite une bonne contre-plaidoirie. Chers contradicteurs, je vous remercie aussi pour cette plaidoirie. Cependant, j'aimerais revenir par exemple sur le sommeil que vous avez évoqué en disant que je me contradisais. À aucun moment, j'ai parlé du fait que le sommeil, c'était faire quelque chose. J'ai juste parlé de ses vertus, mais aussi le fait que qu'il y avait des problèmes liés à un manque de sommeil. À aucun moment, j'ai dit ça. À aucun moment, j'ai utilisé, si je regarde, là dans mon texte, je ne vois pas le verbe faire dans ce qui est en lien avec le sommeil. Pour revenir un peu sur vos arguments, plus précisément, vous avez dit qu'on ne peut pas ne rien faire. Mais vous avez, comment dire, vous avez en même temps dit que dormir n'est pas une action. Vous l'avez exactement dit dans votre plaidoirie. Vous avez dit que dormir n'est pas une action. Donc ça veut dire que vous rejoignez aussi en quelque sorte ma plaidoirie. Vous pouvez me regarder comme ça, vous voyez. On le sait très bien, vous et moi. Donc c'est quand même contradictoire avec le fait que pour vous, dormir, c'est une action. Il faut savoir où est-ce que vous positionnez. Voilà. Vous parlez aussi de dépression. Mais la cause de la dépression, c'est justement dû à un trop de travail. Vous parlez du burn-out. C'est dû à un trop plein de travail. Vous avez parlé de ça, justement. Et que s'il y a quelque chose qui est en trop, il faut avoir le repos nécessaire pour ne plus être fatigué. D'où justement cette notion d'équilibre que j'ai évoquée tout à l'heure. Qu'il faut justement ces temps de productivité, mais aussi ces temps de repos pour nous. Mais vous avez aussi dit que quand on est en dépression, chaque action, c'est faire quelque chose et que cela est fatigant. Mais vous ne répondez pas à la problématique de ce fait. Puisque vous parlez de faire, sauf que là on parle de ne rien faire justement. Donc vous ne répondez pas vraiment à la problématique. Et puis, pour finir sur cette contre-plaidoirie, j'ai trouvé un article scientifique datant du 6 avril 2022 qui énumère les différentes causes de fatigue. Dans les causes de la fatigue, nous y retrouvons la fatigue réactionnelle, due à une insuffisance de repos, du stress, de l'anxiété. Nous avons la fatigue psychique, qui est due à un manque de sommeil, par exemple. La fatigue causée par une maladie chronique, malheureusement ça arrive. Une fatigue avec une prise de médicaments, une consommation de stupéfiants aussi, ou une intoxication au monoxyde de carbone. Cela peut arriver. Une fatigue aussi qui peut être chronique, justement avec le burn-out qui arrive après. Est-ce qu'à un seul moment, vous avez entendu que ne rien faire fatigue? Est-ce qu'à un seul moment, dans cet article scientifique, il est noté que le fait de ne rien faire, ça nous fatigue? À aucun moment, il est expliqué là-dedans dans cet article scientifique. Je terminerai là-dessus. Alors, j'ai une question pour M. Cauzin. Alors, M. Cauzin, j'ai remarqué que vous aviez dit que le sommeil consistait à ne rien faire. Vous avez également dit que ça augmente, qu'il y avait une augmentation de la libido grâce à ce sommeil. Alors, du coup, tout content, après avoir écouté vos arguments, je suis rentré chez moi après une longue journée de boulot. Ma femme était en train de dormir, alors j'ai décidé de la réveiller afin de lancer les hostilités. Elle m'a répondu qu'elle était fatiguée et m'a dit de dégager. Alors, la grande question, c'est comment pouvait-elle être fatiguée en ne faisant rien? Eh bien, justement, c'est... Oui. C'est bon, on m'entend? C'est que, justement, c'est que vous l'avez justement dérangée dans son sommeil, premièrement, et que du coup, si vous l'avez réveillée en pleine nuit, c'est qu'elle était sûrement en plein cycle sommeil, premièrement, et puis aussi, le fait est que il faut minimum 7 heures, de sommeil pour, justement, qu'il soit considéré comme réparateur. Sauf que si vous la réveillez en pleine nuit, justement, bon, bah, déjà, je comprends qu'elle soit pas très contente, et puis... Et puis, deuxièmement, cela ne permet pas au sommeil de faire de ses vertus. Très bien, merci. J'attendrai le petit matin. Vaut mieux.
Pour changer de candidat, monsieur Cousin, je voudrais que vous reveniez sur la définition justement de ne rien faire, puisqu'il y avait eu un débat entre vous. Qu'est-ce que pour vous, je pense que vous l'avez déjà défini en partie dans votre intervention, mais est-ce que vous pouvez vous redire ce que vous entendez par ne rien faire? Merci de votre question. Et comme je l'ai déjà défini dans mon introduction, ne rien faire, pour moi, c'est un concept inexistant, puisque en tant qu'humain, on fait toujours, en fait... Excusez-moi. Lorsque l'on dort, on est dans un cycle de réparation. Lorsque l'on s'allonge sur un lit, même en fermant les yeux, mais en étant éveillé, on pense, on respire. En fait, il n'y a aucun moment d'inactivité dans notre existence. C'est ça que j'entends. Et je sens la question arriver, donc je vous laisse la poser. Oui, donc quel est l'intérêt de ce sujet si ne rien faire n'existe pas? Alors, justement, non mais j'étais préparé. Chose étant que, je l'ai dit, c'est une vision cartésienne et très métaphysique. Mais pour autant, alors qu'on continue à faire des choses, notre perception peut dire qu'on ne fait rien par rapport à quelque chose. Par exemple, si là, je n'avais pas écrit ma plaidoirie, malgré le fait que j'aurais continué à respirer, malgré le fait que j'aurais sûrement fait autre chose, eh bien, par rapport à vous, je n'aurais rien fait. Et ce serait correct à dire. Et donc, en fait, finalement, c'est la perception qui joue. Le fait de ne rien faire n'existe pas. Par contre, le fait de penser qu'on ne fait rien peut exister par rapport à quelque chose. Très bien, donc dormir, c'est tout de même rien faire par rapport à la journée. C'est rien faire par rapport peut-être à nous-mêmes ou à la société, mais c'est quand même faire quelque chose. Et c'est justement quelque chose... Enfin, j'insiste sur le fait que c'est faire. Ça reste faire. Parce que cette idée de ne rien faire, c'est justement aussi ça qui crée cet entrain à la fatigue de ne rien faire. Puisque finalement, si l'on ne se dépréciait pas de dormir, si l'on ne se dépréciait pas de lire son livre au lieu de, je ne sais pas, réviser, eh bien, peut-être que l'on fonctionnerait mieux. Voilà. Merci beaucoup pour la qualité de vos plaidoiries respectives. Moi, la question est pour Samy. Désolé, mais vos plaidoiries, mais surtout votre plaidoirie, m'a fait penser à la théorie de Sandrine Rousseau par rapport au droit à la paresse. Et je voulais savoir quelle était votre position, du coup, au terme de tout ce débat sur le droit à la paresse. Parce que finalement, je ne peux pas faire. Ah là là, Rousseau. Ce matin encore, j'étais dans une disserte sur du Rousseau. Alors, mon avis sur Rousseau et ce droit à la paresse, déjà, il faut définir la paresse. Il peut y avoir quelque chose d'égoïste dans la paresse. Il peut y avoir ce côté blessant. Je veux dire, disons qu'un de vos amis, alors que vous étiez au plus mal, n'est pas venu pour vous. Techniquement, on pourrait qualifier ça de paresse, de ne rien faire par rapport à vous. Mais, comme dit aussi Rousseau, l'être humain est bon de nature. Et... Sandrine Rousseau. Oh! 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 Ok. Quand on dit Rousseau, généralement, on ne parle pas de Sandrine Rousseau. Alors là, oui, là, c'est un autre contexte. Eh bien, en fait, finalement, je rejoindrai aussi ça avec Rousseau. Hein. Sandrine va avec Jean-Jacques. Parce que, justement, je le répète, une paresse peut être vue comme malveillante. Mais comme Jean-Jacques Rousseau voit l'homme comme profondément bon,
Lorsque l'homme veut être paresseux par rapport à quelque chose, c'est peut-être qu'il ne peut pas être actif par rapport à cette chose. Et il ne faut pas prêter à cette paresse quelconque malveillance. Pour moi, ce droit à la paresse est nécessaire pour le bon fonctionnement. Et si l'on veut se forcer, ça doit venir d'une volonté profonde. Si l'on force les gens à faire quelque chose, finalement, ce n'est pas apprendre plutôt que forcer. Voilà. Alors, merci à tous les deux pour vos plaidoiries. Je voudrais aussi remercier l'équipe d'organisation Rhétorica qui a posé la question à laquelle je réfléchis depuis 25 ans quand je vois mon mari le dimanche après-midi dans son canapé. Et vous avez un peu éclairé ma journée. Monsieur Cauzin, j'aimerais bien que vous précisiez un petit peu votre pensée. Vous avez fort bien démontré que ne rien faire est bénéfique. Sauf que dans votre esprit, ne rien faire n'est pas ne rien faire tout le temps, c'est ne rien faire pendant un certain laps de temps qui est bénéfique à la santé. Alors, où est-ce que vous placez le curseur pour ne pas dévier vers la thèse de votre contradicteur? Eh bien, comme je l'ai dit, par exemple, si nous prenons l'exemple du Nixon, il y a quand même un temps à respecter. C'est une pratique avec un temps à respecter. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est 15 minutes par jour. Ça peut être aussi 10 minutes, mais c'est plus 15 minutes que 10 minutes. Donc, si on va au-delà, ça n'a plus vraiment ses bénéfices. C'est comme tout, en fait, comme vous l'avez dit, c'est qu'une question de curseur. C'est pareil aussi pour le sommeil. Le fait de pas assez dormir, c'est mauvais. Mais le fait de trop dormir, justement, c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'est justement, c'est encore une fois, c'est des études scientifiques qui ont été démontrées, c'est cette jauge à trouver, donc c'est entre 7 et 10 heures. Donc c'est quelque chose, ouais, encore une fois, c'est le curseur à placer avec du temps. Peut-on être fatigué de ne trop rien faire? Ah, ça, c'est encore une question différente. Oui, c'est une question que je pose. Peut-on être fatigué de ne trop rien faire? Ça dépend encore une fois ce qu'on fait. Je vous remercie.